a beau vouloir amener de la main-d'œuvre, parce que la pénurie de main-d'œuvre veut dire qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre locale. Il faut les faire venir de l'extérieur, donc il faut accroître notre population avec des gens avec diverses qualifications. Le problème qu'on a présentement, c'est que même si on arrivait à le faire, on n'a pas de place pour les loger. Salut, on est avec Guy Caron, candidat à la mairie de Rimouski pour ces élections. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. La communauté économique est importante à Rimouski. On voulait prendre ce temps-là pour s'assurer que le message passe bien, parce qu'on a des demandes de notre côté. Hein? Je peux comprendre. On est un petit peu tanné de certaines choses à Rimouski. Bon, première des choses, peut-être remettre le contexte actuel. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. C'est loin d'être drôle, là. C'est une tragédie. Il n'y a aucune boutique, par exemple, dans le Carrefour Rimouski, qui ne demande pas des employés. Puis souvent, on va dire d'une part, les choses se règlent bien au niveau municipal, on est plus près des gens, on est plus près de leurs problèmes du quotidien, on peut faire quelque chose pour eux. Mais d'un autre côté, quand là, ça devient des problèmes plus larges, là, comme justement la pénurie de main-d'œuvre, là, tout d'un coup, on s'en lave les mains, c'est plus notre problème. Ben non, c'est le gouvernement provincial, c'est le gouvernement canadien. Qu'est-ce qu'un élu peut faire pour vraiment apporter une solution au problème? Je pense que la critique, le fait que la responsabilité soit davantage du gouvernement provincial et fédéral est valide dans le sens où les grandes mesures d'immigration, de faire venir de la main-d'œuvre de l'extérieur, la question des travailleurs étrangers temporaires, ça ne relève pas du municipal, ça relève du provincial et surtout du fédéral. Il y a un problème que j'ai abordé dès ma première conférence de presse. On a beau vouloir amener de la main-d'œuvre, parce que la pénurie de main-d'œuvre veut dire qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre locale. Il faut les faire venir de l'extérieur, donc il faut accroître notre population avec des gens avec diverses qualifications. Le problème qu'on a présentement, c'est que même si on arrivait à le faire, on n'a pas de place pour les loger. Alors, la pénurie de logement, je pense, est un gros frein à la question à la possibilité de pouvoir régler la pénurie de main-d'œuvre. Alors, il faut s'adresser en priorité à la pénurie de logement et par la suite, en même temps, on pourra aussi s'adresser aux questions de pénurie de main-d'œuvre. Alors, la pénurie de logement, j'ai proposé de réviser le plan d'urbanisme, de réformer la réglementation de zonage et de créer une politique d'habitation. Pour moi, c'est essentiel de revoir le cadre dans lequel on crée une offre de logement. Et cette offre de logement, elle pourra être offerte ensuite à la main-d'œuvre qu'on pourra faire venir ici. Et effectivement, la municipalité aura l'opportunité de pouvoir aider, accompagner avec des mesures qui peuvent être incitatives pour l'attractivité locale. Et ça, les municipalités ont le loisir de le faire. Combien de temps ça prend, ça, faire une politique du logement? La pénurie de main-d'œuvre, elle est actuelle. Et même, pour dire la vérité, là, fait 10 ans déjà qu'on savait que ça s'en venait. Ouais. Donc, quand est-ce que les entrepreneurs ici à Rimouski vont avoir l'impression qu'effectivement, là, il y a plus de logements pour loger des employés? Ça peut se régler, je pense, en dedans de 2 ans. Si on peut travailler sur une révision du plan d'urbanisme qui est bon, mais qui n'est pas adapté aux réalités d'aujourd'hui avec la pénurie, qui n'est pas adapté non plus à la question de la densification. La réglementation de zonage pourrait prendre un peu plus de temps, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'attendre à la fin pour commencer à faire les modifications. On peut les faire au fur et à mesure. Je pense qu'en dedans de 2 ans, on peut voir des progrès significatifs, définitivement en 3 ans. L'urbanisme à Rimouski, ça fonctionne pas. Je pense que ça, c'est assez clair de la part de nos membres, là, à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous entendez faire et quand exactement? Alors, moi, je pense qu'effectivement, quand j'ai proposé de réviser en profondeur ou de réformer en profondeur la réglementation de zonage, et ça, quand tu vas voir sur le site de la Ville, tu vois que la réglementation de zonage présentement est à plus de 525 pages. Il y a pratiquement 800 règlements de zonage à Rimouski. Il y en a évidemment qui sont tout à fait légitimes, tout à fait corrects pour protéger la santé, la sécurité, la question de l'esthétique, le bien commun en général. Mais moi, je veux comprendre pourquoi chaque règlement est là. Puis je vais donner un exemple. Un exemple pour moi qui m'a été soumis, c'est une entreprise qui est dans le domaine, c'est un groupe de citoyens voulait établir un chenil. Et la règle du MAPAC, quant au territoire qui avait été retenu, qui est en milieu rural à Rimouski, le MAPAC était correct avec ça. Il y avait assez d'espace, un grand terrain. La Ville dit non, parce que selon les règlements de la Ville, le terrain requis doit être plus grand que ce que le MAPAC demande. Pourquoi? Personne ne peut l'expliquer. Il y a eu une réglementation de zonage en profondeur, vraiment contraignante, qui avait été faite dans un exercice, il y a peut-être une vingtaine d'années, où on essaie de prévoir tous les coûts, toutes les possibilités. Et donc, on a encadré ça par une réglementation qui essayait de prévoir. Ça, c'était 20 ans passés. Aujourd'hui, on est dans une réalité différente. On est pris avec ces règlements-là qui, bien souvent, ne sont plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Et qui plus est, depuis ce temps-là, on a eu plusieurs règlements qui se sont ajoutés, qui ont du patchage au bout du compte pour répondre à des besoins ponctuels. Donc,
On n'a pas de fil conducteur dans notre réglementation de zonage. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de s'asseoir. C'est une job qui est bien plate. On s'assoit puis on regarde des règlements pour voir pourquoi ils sont là, mais il faut que ça se fasse. C'est pas glamour, mais il faut que ça se fasse. Puis il faut avoir le courage politique de le faire. Puis c'est un exercice qui va être fait avec les gens d'affaires, avec les développeurs, avec les groupes qui représentent les locataires, les groupes communautaires, puis les citoyens, avec évidemment le conseil municipal. Bon, là, on parle de consultation. Ça m'amène justement, parce que puisqu'on parle d'urbanisme, au phénomène très présent à Rimouski du pas dans ma cour, qui est probablement relié aussi à cette immense réglementation-là, qui est plus là pour, on dirait, bloquer des projets que pour les faire advenir. Est-ce que la ville de Rimouski pourrait s'inscrire comme un moteur de développement dans le but d'appuyer des promoteurs qui veulent faire des projets à Rimouski pour rendre ça dynamique? Ou est-ce que vous allez consulter pour finalement accommoder tout le monde? Non, c'est pas une question de consulter. Je pense qu'on a besoin d'un exercice commun quand on parle de réformer la réglementation du zonage, parce que c'est un exercice qui est important puis qui doit être inclusif. Après ça, on va pouvoir travailler. C'est intéressant que tu parles du concept du pas dans ma cour, parce qu'évidemment, on a entendu parler de plusieurs histoires. Moi, dans ma tête, le pas dans ma cour, il est tout à fait naturel. C'est une réaction humaine tout à fait normale. On est toujours pour le statu quo, on est toujours réticent au changement, puis c'est pas anormal. Je pense que la ville doit arrêter d'avoir peur ce qu'on appelle le syndrome pas dans ma cour, doit plutôt l'internaliser dans ses processus. Dans les cas de projets qui pourraient être plus controversés, avoir des consultations publiques avant que le projet soit déposé. Au lieu d'attendre que le projet est déposé, que le conseil municipal donne l'impression que la décision est déjà prise, puis que les gens s'offusquent parce qu'ils ont l'impression que tout s'est déroulé derrière les coulisses. Alors, je pense qu'il y a une façon de faire pour minimiser l'impact du point de ma cour et pour tenir compte des critiques légitimes, mais par la suite aller de l'avant. Puis, lorsque tu parlais le dernier point, au niveau de la réglementation du zonage et du plan d'urbanisme qui sont contraignants, effectivement, plus c'est contraignant, plus il y a une demande de dérogation mineure, plus il y a une demande ou une exigence de PPC-moi pour pouvoir passer les projets. Et tout ça, ça alourdit le système, parce que la question des dérogations, puis surtout le PPC-moi, c'est pas juste le conseil municipal qui va adopter ça, c'est tout un travail qui est fait par les employés, et ce sont des ressources qui sont utilisées, qui pourraient être utilisées ailleurs. C'est bien beau comme stratégie là, de placer les consultations avant plutôt qu'après. N'empêche, est-ce qu'on peut sentir, nous, la communauté entrepreneuriale de Rimouski, que le but de la ville de Rimouski, ça va être de faire advenir le projet? Oui, oui. Et lorsque je parlais, par exemple, du fait que la culture de la ville peut changer, mais ça ne changera pas du jour au lendemain, bien sûr, je vais le dire dans ces mots-là, il ne faut pas que ce soit mal interprété, une question d'adopter une approche client. L'approche client, c'est pas dire que le promoteur ou la personne d'affaires, on va tout lui donner. C'est pas ça. L'approche client, c'est dire, tu me mets un projet, la réglementation du zonage, bon, je regarde les cases à cocher, là, puis c'est pas si mal, mais il y a 3 cases à cocher. Ça marche pas, tu peux pas le faire parce que ça respecte pas la réglementation du zonage. L'approche client, elle, va dire, OK, tu as 3 cases à cocher, ton projet est pas tout à fait conforme, on va s'asseoir ensemble, puis on va voir de quelle manière on peut le réaliser. Ça, c'est la différence de perception. Puis, bien souvent, les employés, encore une fois, font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire que la réglementation est là, elle t'empêche de faire un projet, ils te le disent. Moi, j'aimerais qu'ils puissent faire un pas de plus et dire, bon, voici de quelle manière on peut modifier le projet pour qu'il soit conforme à la réglementation qu'on a. Puis ça va être une grosse différence, je pense, dans la manière que la ville va aborder les différents projets d'affaires. Fait que, ça leur a été dit ici. Hein? On s'attend à un changement d'attitude pour ce qui est de la réalisation des projets à la ville de Rimouski. La cathédrale, on fait quoi et quand est-ce que c'est terminé, cette ridiculosité? Je dis une baguette magique, mais c'est un petit peu... Je peux comprendre que les gens sont fatigués. Je suis fatigué de la situation aussi. Moi, j'étais impliqué au départ dans le projet de 1862 avec Louis Calil, Chantal Pilon, parce que le projet, et la Coop Paradis est impliquée dans le projet à l'époque. Comme c'est un projet culturel, moi, je pouvais être impliqué comme député fédéral, parce que le fédéral peut investir dans les infrastructures culturelles. Lorsqu'il est devenu un projet de culte, le fédéral ne peut plus s'impliquer dans les projets de culte. Ça, c'est interdit. Donc, je me suis retiré. Là, le problème, c'est même plus une question de savoir ce qu'on fait de la cathédrale. C'est le problème qui est devant les tribunaux présentement entre l'archevêché et la fabrique, c'est à qui appartient la cathédrale? Qui peut disposer de la cathédrale? Alors, même si la ville pouvait décider d'acquérir, ce que je ne prouve pas, mais vous pouvez décider d'acquérir, on ne saura même pas à qui s'adresser pour l'acquérir, parce qu'on ne sait pas à qui ça appartient, parce que les deux se chicanent. Alors, c'est pour ça que j'ai dit la première étape, c'est de s'assurer que la ville réintègre le dossier. Donc, depuis 4 ans, presque 4 ans, la ville n'est pas dans le dossier du tout.
On a besoin de le réintégrer. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, moi, mes services comme médiateur. Au lieu d'attendre que les tribunaux règlent la situation et décident d'accorder le pouvoir sur la cathédrale à un ou à l'autre, je veux qu'on arrête de penser en fonction de la cathédrale et qu'on pense en fonction du bien commun de Rimouski. Et ça, le maire, je pense, a une responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle, connaissant les deux groupes, parce que je connais les gens de la fabrique, je connais l'archevêché, de pouvoir aider à en arriver à une résolution qui va nous permettre par la suite à pouvoir prendre des décisions communes pour la cathédrale. Est-ce qu'enfin quelqu'un va se saisir de l'attractivité et de l'animation au centre-ville? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un projet de faire en sorte que le centre-ville de Rimouski soit animé et attractif? Je sais qu'on a eu des discussions dans le passé avec la Chambre à savoir si la Chambre devrait travailler plus proche ou est-ce que la Ville devrait être un partenaire plus proche avec la Chambre de commerce et d'industrie. Moi, je pense que oui. Oui, la Ville prend des initiatives, mais la Ville doit être ouverte aux initiatives qui sont suggérées également par les différents acteurs, les différents intervenants, comme les gens d'affaires. Oui, la ville peut développer des choses. Moi, je pense que c'est encore intéressant quand les gens sur place disent on va faire ça parce que ça va nous aider. On va aller voir la ville pour voir s'ils veulent être partenaires. Puis la ville dit oui. Ça, je trouve ça plus intéressant encore. Ouais. Mais moi, ça prend une identité au centre-ville. C'est pas juste dire on a un centre-ville. Oui, on pourrait aller chercher l'identité maritime. Je pense que c'est clair qu'on a une identité maritime avec le fleuve. Mais on a aussi des institutions. On a aussi. Quand je parlais du musée régional de Rimouski, la salle de Jean Tellus, l'école de musique, le conservatoire, Léonard Parent, peut-être la cathédrale aura une vocation culturelle, peut-être que le presbytère aura une vocation culturelle. Pour moi c'est vraiment... Si Montréal a une partition de son centre-ville qui est le quartier des spectacles, moi je pense qu'on peut réellement brander, en bon français, le centre-ville de Rimouski comme le quartier de la culture. C'est-à-dire, les gens qui vont aller au musée régional de Rimouski, peut-être qu'ils vont vouloir ensuite aller voir un spectacle en soirée ou aller au Festi-Jazz parce que je pense qu'une place verte à la place des anciens combattants devrait être vraiment axée sur l'événementiel. Je pense qu'il y a tellement de possibilités. Puis la culture est importante. Si on parle de la ville de Rimouski, la culture définit son identité et la culture définit ce qu'elle va devenir également, ou là où les gens veulent se voir dans le futur, pas uniquement au niveau du ciment puis du béton, mais au niveau de personnes, au niveau de communauté, puis la culture peut le refléter, ça. Alors pour moi, d'avoir un centre-ville culturel, jointe au maritime, c'est gagnant-gagnant. Avoir un centre-ville culturel, c'est un bien beau projet, mais c'est le fun de pouvoir le diffuser. Et je fais du pouce sur le maritime. Ce serait le fun que les gens de Forestville et d'ailleurs sur la Côte-Nord puissent venir nous voir ici à Rimouski pour profiter de notre culture. Pourquoi par le Forestville en particulier? Parce que la traverse, c'est quand même important. Si on se bombe le torse un peu partout sur toutes les tribunes en disant qu'on est maritime, mais on n'a pas de traverse, c'est pas sérieux là, quand même. Qu'est-ce que la Ville peut faire dans ce dossier-là? La Ville doit vraiment être proactive avec la STQ et donner un statut à la traverse Rimouski-Forestville. Quel statut? Est-ce que ça va être un statut similaire à Rivière-du-Loup ou peut-être que M. Journeau et le CNM Évolution vont jouir d'un contrat dans le cadre d'un partenariat public-privé? Peut-être. Peut-être que la STQ va vouloir faire un appel d'offres pour voir si un autre opérateur voudrait venir. C'est possible. Et la STQ, je pense, doit venir dans le dossier, mais elle ne le fera pas si la Ville ne démontre pas son intention d'en faire un service qui va avoir une pérennité. L'autoroute 20 est un autre bobo là, qui empêche la Ville de Rimouski là, de se développer convenablement. Est-ce que la mairie a un rôle à jouer dans ce dossier-là? Pour l'autoroute 20? Oui. Je vais être honnête. Moi, je pense que oui, on peut dire qu'on appuie les efforts. Cependant, si on me demande de jouer un rôle de pointe pour dire je vais passer mon temps à développer le concept ou à aller chercher l'autoroute 20, j'appuie les efforts, mais je pense qu'il y a trop de problèmes présentement pour qu'on puisse dire que tant que le problème du pont n'est pas réglé, tant que le problème, surtout de Bic-Saint-Fabien, n'est pas réglé, parce que le Bic-Saint-Fabien, il faut se rappeler qu'on a un choix présentement. Soit que la 20 va passer à côté des résidences, ou du compte à côté des villages, ou va passer dans une érablière. Tous ces problèmes-là doivent être réglés. Alors, je peux dire que oui, j'aimerais ça que la 20 se réalise, puis j'appuie les efforts, entre autres, de la Chambre de commerce, des intervenants pour le faire. Mais on a tellement de problèmes au centre-ville présentement, tellement de problèmes à Rimouski à régler, tellement de dossiers de front à mener, que c'est vraiment là que je vais passer mon énergie.
Il y a un autre projet dossier qui est chaud à Rimouski, c'est l'avènement d'un magasin à grande surface. Ouais. Je ne nommerai pas le nom, mais on sait que du côté de la Chambre de commerce, on s'est déjà exprimé sur la question. Évidemment, on est bien conscient, là, puisqu'on a lu les données sur la question, qu'au niveau macro, ça peut être intéressant pour la ville de Rimouski, mais on a quand même certaines craintes tout à fait légitimes, là, des craintes qui vont dans le sens, entre autres, là, d'un favoritisme envers l'avenue d'un magasin à grande surface. Donc, c'est très important pour nous qu'on soit équitable envers nos commerçants. Ouais. Est-ce que c'est la position de la ville également? Ben, ça, c'est ma position comme candidat. Ouais. Ça va être la position de la ville si je deviens maire, effectivement. Je pense on va accueillir toutes les entreprises qui rentrent, en fait, dans la vocation de Rimouski. Je pense qu'un magasin à grande surface, s'ils veulent venir, doit être accueilli, mais pas de conditions spéciales, effectivement. Pas de conditions qui ne seraient pas accordées à d'autres entreprises d'ici. Puis ça, c'est clair, net et précis. Ça vaut pour le niveau de taxation. Comment on fait pour gérer les taxes d'une ville quand on sait qu'on doit rester compétitif par rapport à d'autres villes? Je pense que la ville a toujours un exercice de réflexion à faire pour s'assurer que les sommes publiques sont bien investies. C'est la raison pour laquelle une des priorités que j'ai citées dans mon programme, c'est de créer une commission. C'est la seule commission que je propose, hein, une commission de révision des dépenses et des services pour s'assurer que les services sont adéquats, ne sont pas obsolètes ou désuets, que l'efficacité est au rendez-vous également. Et ça, c'est un exercice qui devrait être fait juste pour la bonne gouvernance, de façon régulière, pour s'assurer que, bon, les sommes qu'on place sont des sommes qui sont placées au bon endroit. Si on réussit à découvrir ou à réaliser que les dépenses ne sont pas nécessairement nécessaires, on peut réduire ces dépenses-là, puis éventuellement les affecter au contrôle de la hausse de la taxe foncière. Donc, c'est possible qu'il y ait une hausse de taxes. Effectivement, je ne pourrais pas faire preuve de bonne gouvernance si je ne laissais pas cette porte ouverte-là. Est-ce que je désire y aller dans cette direction-là? Non. Est-ce que je désire, s'il faut y avoir une hausse, est-ce que je veux m'assurer que la hausse est minimale? Tout à fait. Je pense que le guide qu'on doit regarder dans une ville, c'est la hausse du coût de la vie. Parce que, effectivement, c'est la hausse du coût de la vie, c'est après la hausse des dépenses de toute façon que tout le monde va avoir, incluant la ville. Au-delà de ça, faut essayer, comme pour moi, c'est dans la mesure du possible éviter d'être au-delà du coût de la vie. Si possible, être en dessous du coût de la vie. Parce qu'avec une inflation à 4%, effectivement, ça va faire mal si on se fie au coût de la vie. Mais ça veut dire que les dépenses de la ville augmentent de 4% également. Puis, comme je disais, la ville ne peut pas faire de déficit. Alors, un autre élément que j'ai mis de l'avant pour essayer de contrôler cette hausse, c'est de diversifier les revenus de la ville. Ça, c'est important aussi, parce que 2017, le gouvernement du Québec a donné aux villes d'autres pouvoirs de taxer, entre autres le pouvoir de taxer les carrières et sablières. Pourquoi? Pour compenser. C'est pas des taxes qui vont être faites pour être dépensées pour le budget général de la ville. C'est pour compenser pour le bris des routes causées par l'opération de la carrière des sablières, entre autres par les camions. Donc, il y a des possibilités que la ville a maintenant d'essayer de taxer plus spécifiquement des redevances de développement, par exemple, des nouveaux développements qui sont faits. Mais la ville paye pour les rues, la ville paye pour amener les tuyaux jusque-là, puis au bout du compte, c'est la ville qui paye pour des nouveaux résidents. Est-ce que ça devrait être internalisé dans le coût des nouveaux terrains? Par le biais de redevances de développement. Mais moi, je pense que c'est effectivement devenu exploré parce que ça va limiter la pression sur la hausse de taxes foncières. Un autre élément qui va aussi limiter la hausse du coût des maisons, c'est pas un gros impact, mais c'est à peu près le seul que la ville peut avoir, c'est d'augmenter la taxe de bienvenue. Donc, par exemple, pour les maisons où la valeur supérieure à 500 000, pour la valeur supérieure à 350 000, si les gens veulent vendre plus cher, parfait, mais il va y avoir un prix à payer pour les acheteurs qui vont acheter plus cher. Et ce prix à payer va venir à la ville, donc va diminuer la pression fiscale de la ville. Il faut quand même faire attention, effectivement, d'avoir des maisons abordables pour des jeunes familles qui viennent renflouer les coffres là, des entrepreneurs qui ont besoin d'employés aussi. Et les jeunes familles achètent rarement à 350 000 ou 500 000. On a très peu d'offres de logements adéquats pour des premiers achats, des premières acquisitions. Alors, je pense qu'on doit aller dans cette direction-là, mais on revient à la question du plan d'urbanisme, à la question de l'agglomération de zonage et de la densification aussi. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer ici aujourd'hui pour répondre aux questions des entrepreneurs de Rimouski. On vous souhaite la meilleure des chances. Ça me fait grand plaisir. Merci.